Alors, conclusion, Alain Deneau, parce que vous êtes celui qui a le moins parlé ici. En fait, je suis seulement... je relève ce dont on n'a pas parlé et qui est incontournable, c'est-à-dire tous les problèmes liés à la croissance. La croissance étant essentiellement partagée par les plus riches. Hein? Le 1% les plus riches partagent 38% de la croissance. Les 50% les plus pauvres touchent à 1% de la croissance. La croissance met à mal aussi les écosystèmes, tout le problème de l'érosion des sols, les variations climatiques, 80% des écosystèmes qui sont mis à mal, qui sont en péril à terme. Je veux dire, il y a bien des questions qu'il faudra se poser en ce sens parmi nous tous. Et ce que je trouve dommage, au fond, c'est de voir qu'on reste encore, et je reviens sur cette question du travail comme bien commun et comme objet démocratique, là, on reste encore finalement enfermé dans 3 termes en ce qui concerne le travail et son sens, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, les employeurs et le marché. Et on n'a pas trouvé encore, et j'aurais vraiment aimé que du côté de ceux qui se réclament de la gauche, il y ait au moins une amorce de réflexion dans les différents pays sur cet enjeu-là. On n'a pas encore pensé une façon de médiatiser le travail par rapport à des enjeux proprement sociaux. C'est-à-dire comment on met en relation ceux qui ont des dispositions et ceux qui ont des besoins, indépendamment de la question du profit, indépendamment de la question de l'actionnariat. Isaac Gertz. Et dans tout cas, les entreprises que j'observe, et encore une fois, je suis d'accord avec sociologue, notre ami. Le travail, philosophe, pardon, excusez-moi. Le travail est lié, par exemple, à une question de dignité. C'est une évidence, du respect, de considération. Donc ces sujets-là, ils sont abordés, ils sont au cœur de ce que j'observe dans les entreprises que j'ai étudiées. Alors, peut-être, et certainement, il y en a d'autres entreprises. On ne parle que de profit, mais dans les entreprises que j'ai étudiées, on ne parle pas de profit. On parle de la vision commune. Pourquoi on est là et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ici, on crée ce bien commun dont vous parlez, c'est-à-dire ce travail, cette entreprise auquel on est attaché. Les gens, ils ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, tous, les patrons, ce qu'on appelle le patron méchant, aussi bien que cela, tous travaillent ensemble en tant qu'une communauté, et pas collective des gens qui se rencontrent au hasard de recrutement, mais une vraie communauté, ce qui définit le destin commun et le bien commun. Et dans ce cas, il crée à la fois des richesses humaines et richesses économiques que la justice sociale, on aussi les partages de ces entreprises-là. Il y a aussi le système de partage des gains. Ça existe dans des centaines d'entreprises, y compris des grands groupes aussi en France. Alors, il reste un mot. Quand on parle d'intérêt de bien commun, tout ce que je veux signaler, c'est que l'intérêt des entreprises cumulées ne fait pas l'intérêt général. Il y a encore une société qu'il faut penser quant à cet enjeu. Alors, il reste 5 minutes. Vos conseils à Myriam El Khomri, qui est en train de revoir sa copie, donc ça doit revenir dans 15 jours pour être présenté. Il faut compléter, c'est-à-dire que je crois qu'on est arrivé finalement à un consensus. Il y a peut-être des éléments qui sont quand même positifs dans cette loi, mais il manque le volet formation, la garantie pour les gens qui sont à la recherche d'un emploi et qui suivent une formation, les garanties de revenus. Et donc tous ces éléments manquent pour avoir une vraie flexi-sécurité, parce qu'effectivement, pour le moment, il y a l'aspect flexibilité et pas sécurité. Je voulais juste dire une chose sur la croissance. On peut réconcilier croissance et mobilité sociale. Si on arrive à avoir un vrai système comme on le souhaite maintenant, à la fois, ça va être bon pour la croissance, parce que les gens rebondiront beaucoup plus facilement d'un emploi à un autre, et la mobilité sera qualifiante et pas précarisante. Et en même temps, ça fera vraiment un sujet, ça créera de la mobilité sociale. On peut faire les deux en même temps. Dominique Méda, vos conseils à Myriam El Khomri? Juste un petit rappel, on a eu une expérience de flexicurité en France. C'est Dominique de Villepin qui l'a amené, qui nous a dit qu'il faisait de la flexicurité, qu'il limitait le modèle danois. Avec quoi? Avec le CNE, le contrat nouvelle embauche. C'était l'expérience de flexicurité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez, c'était pour les petites entreprises de moins... Le CNE, le contrat nouvelle embauche, il est passé. Pour les petites entreprises, pendant 2 ans, on pouvait se séparer de la personne sans aucun motif, sans rien faire. Qu'est-ce que ça a donné? Et la sécurité, c'était un accompagnement renforcé par Pôle emploi. Alors, petit 1, l'accompagnement n'a jamais existé. Petit 2, moi j'ai fait une grande enquête là-dessus, ça a durci considérablement les relations de travail au sein de l'entreprise. Donc, surtout, ne recommençons pas le CNE. Et comme on s'était accordé tout à l'heure, d'abord des mesures de sécurité pour rendre confiance, et puis s'il faut, après, des mesures de flexibilité. Christine Cardellan, vos conseils à Myriam El Khomri? La France est le seul pays occidental qui n'a pas retrouvé la croissance
après la crise 2008-2011. Il faut quand même se poser la question pourquoi. Et je crois que cette loi, El Khomri, va dans le bon sens de ce point de vue-là. C'est-à-dire, elle essaie d'expliquer pourquoi la France est à la traîne par rapport à tout le monde. Alors, moyennant les aménagements dont parlait Philippe Aghion à l'instant, sur lesquels je suis 100% d'accord, je crois qu'il faut continuer à aller dans ce sens-là si on veut retrouver un peu le statut de puissance qui progresse. Julien Leclerc? D'abord qu'elle arrive à pas déshabiller trop son projet de loi, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en restera à la fin. Et le gouvernement est quand même assez coutumier du fait, avec des grands effets d'annonce et puis à la fin pas grand-chose. Là, il n'y a déjà pas énormément de choses, il faut que ça reste. Et puis c'est vrai qu'on pourrait intégrer d'autres choses, comme une vraie réflexion sur le contrat de travail, ça serait pas mal. Et j'insiste sur un point important, on n'est pas les uns contre les autres. On a tous intérêt à ce que ça bouge, à ce que ça évolue dans le bon sens. Et gagner de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on est malheureux dans l'entreprise. Pour avoir dirigé une entreprise qui allait très mal quand je l'ai prise et qui va beaucoup mieux aujourd'hui, tout le monde est beaucoup mieux dans une entreprise qui gagne de l'argent. Anne de Bréjas? On est tous d'accord là-dessus, mais je pense qu'il y a un problème philosophique dans la loi qui, une fois de plus, répète des recettes qui existent depuis des années. Enfin, la fin de l'autorisation administrative de licenciement qui était pareil, cette histoire de faciliter les licenciements date de 86. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont mené admettent que ça n'a rien créé comme travail. Il y a d'autres méthodes. Il y a notamment la création d'emplois publics. Une dernière comparaison, puisqu'on nous met sans arrêt le modèle danois en face de nous. Il y a 160 emplois publics pour 1000 habitants. Au Danemark, il y en a 90 chez nous pour 1000 habitants. Donc vous voyez qu'on a une marge de progression. Et puis surtout le partage du travail. Mais arrêtons de dire qu'on ne veut rien transformer. Si, on veut transformer, mais dans le bon sens. Et c'est sûrement pas en flexibilisant et en affaiblissant le code du travail qu'on va arriver à résoudre le problème du chômage. Et en plus, on aura précarisé tout le monde. Diana? Arrêtez de faire des lois et construisez une vision politique véritable. Et aussi aux 1 million qui ont signé la pétition dont on n'a pas parlé contre la loi El Khomri, ne vous arrêtez pas. Ils sont 1 million maintenant et paraît-il ce serait la pétition sur Internet qui aurait recueilli en France le plus grand nombre de signatures. Même sur Change.org. Et ne vous limitez pas à la manifestation du 9 mars, essayez de trouver des ponts dans la société civile qui mettraient en place une véritable participation citoyenne. Eh bien voilà, tout le monde a dit tout ce qu'il voulait dire. Merci tous les 8 d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. On se sépare avec Nicolas Michaud. Il est belge. C'est sa première apparition à la télévision. Son premier album sort le 8 avril. Et il nous en interprète un extrait. La chanson s'intitule « Croire en ma chance ». Nicolas, c'est à vous. Crois en ma chance, crois en notre amour impossible. Quelle décadence que de voir toutes ces choses invisibles. Je t'ai pas causé à toi, je t'ai pas causé de problème. Crois en demain, croire que les secours vont venir. Donne-moi la main. Tu sais, ta fièvre finira bien par guérir. Nos grèves finiront bien par servir à quelque chose, enfin, à quelque chose ou à quelqu'un. Je suis descendu au pas qui t'a jeté un paquet de clopes, mais je suis jamais revenu. J'ai traversé la rue, j'ai taxé un taxi, je suis jamais revenu. Crois en ma chance, crois en nos erreurs infaillibles. Quelle insolence, vouloir vaincre toutes ces choses invincibles. Home, sweet home, dans une ville fantôme. Je suis descendu au pas qui t'a jeté un paquet de clopes et je suis jamais revenu. J'ai traversé la rue, j'ai taxé un taxi et je suis jamais revenu.
croire en sachant. Mourir un drapeau blanc dans la main. Quel élégant que de croire en l'amour de son prochain.